chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu veux me dire, toi, comment tu te vis? Moi, j'ai juste envie de me reposer. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en parler? Parler librement. Librement. C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou au deuxième printemps. Bouffer de chaleur? On va l'aventure. Silence ou ménopause. Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France. Et grâce à vos témoignages et vos avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Silence en ménopause. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir Mamito Nakamura. Bonjour Mamito. Bonjour Valérie. Alors pour te présenter, tu fais partie premièrement pour moi des activistes féminines du Sénégal. Merci. Tu es également réalisatrice et puis manager d'une société de production. L'Alia Production. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes différentes activités ? Alors, l'Alia Production, je l'ai créée il y a à peu près 8 ans, je pense, en 2016, pour pouvoir me mettre à mon compte. Finalement, je l'ai fait 5 ans après, en 2021. Donc, je suis dans la production de contenu audiovisuel et cinématographique, surtout pour les organismes internationaux. Donc, la production de podcasts et la production de films d'entreprise. En même temps, je suis la co-chargée de communication du réseau des féministes du Sénégal. Et quoi d'autre? Réalisatrice, à mon compte, grâce à l'Alia Production, j'ai pu produire mon dernier court-métrage qui s'appelle Au nom du sang, qui raconte une histoire de viol qui se passe dans une famille polygame le jour de la Tabaski. Donc vraiment une femme particulièrement au cœur des combats de toutes les femmes ici au Sénégal. On va dire ça comme ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de te recevoir dans le podcast, puisque nous dans notre objectif c'est vraiment de lever le voile et de briser les tabous sur tout ce qui nous arrive à nous en tant que femmes, et notamment cette période de la périménopause et de la ménopause. Et au cours d'une discussion avec toi, on avait eu l'occasion d'échanger sur tes inquiétudes par rapport à cette période-là. Ouais. Avant d'aller plus loin dans le sujet, moi j'aimerais, si je te dis ménopause, quels sont les 3 mots qui te viennent à l'esprit? Alors, je dirais stress. Peur, ça va être très négatif, ce que je vais dire, mais j'ai appris à un petit peu inverser, en tout cas changer les choses au fil des années. Mais je dirais tout au début, c'était stress, peur et carrément manque d'espoir. Donc, est-ce que tu as envie de détailler un petit peu ces 3 notions? Qu'est-ce que ça veut dire chez toi? Alors, au tout début, comme j'ai dit, ce sont ces 3 mots carrément qui pourraient aller directement avec ménopause. Le stress, parce que on se dit c'est une situation qui est nouvelle, qu'on ne connaît pas forcément. On se lève un bon jour, on commence à avoir des bouffées de chaleur, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? On va consulter le gynéco, il nous dit carrément qu'on est après ménopause, c'est quoi? On commence à chercher un peu la documentation sur Internet. Ce qu'on trouve, parce que c'est pas toujours joyeux, parce qu'après on se dit ouais, il y a l'âge, certes, les enfants peut-être on pourra plus en faire. Moi j'avais envie d'en faire parce que j'ai une fille de 15 ans. La peur, tout simplement parce qu'on se dit on ne sait pas ce que demain sera fait. C'est une période qui peut durer 1 an, 10 ans, 5 ans, on ne sait pas. C'est-à-dire on est dans l'incertitude totale. Pour moi c'était une période que j'ai vécue seule, c'est-à-dire à part mon gynéco, mes amis et mon entourage me voyaient tout simplement avec mon éventail. J'avais tout le temps un éventail et tout le monde m'offrait même des éventails à chaque fois parce que j'avais tout le temps chaud et c'était désagréable et c'est un sentiment qu'on ne pouvait pas forcément partager. Parce que dans mon cercle d'amis, j'étais la seule à le vivre et j'étais la plus jeune, donc c'était paradoxal. À quel âge tu as commencé à avoir ce genre de symptômes? 35 ans. T'as quel âge aujourd'hui? 40 ans. Et donc depuis 33 ans, des bouffées de chaleur. Quels sont les autres symptômes que tu vis et qui te font penser que tu étais dans cette période de périménopause? Alors la prise de poids. C'est-à-dire, je fais du sport, je contrôle mon alimentation, mais n'empêche, je continue de prendre du poids.
Et pour une première fois dans ma vie, un manque de confiance en soi. Donc, je suis quelqu'un de très dynamique, super confiante, mais depuis que j'ai commencé à développer ces symptômes-là, j'ai tendance à plus me montrer, on va dire. Je mets plus du ample, du grand, donc toujours une ou deux tailles en plus de ma taille normale. Ma peau je commençais vraiment à avoir des problèmes de peau pour la première fois. Moi, j'ai jamais eu d'acné, machin, tout ça, je l'ai jamais eu. C'est-à-dire, je vivais des situations qui m'étaient, Inconnues, tout à fait. Et que je vivais seule. C'est-à-dire, je ne partageais pas forcément. Et j'ai donc ce mal-être de voir mon corps changer. Tous les jours, en fait, j'avais l'impression que tous les jours, je remarquais un truc nouveau dans ma vie. Enfin, dans côté spirituel, physiquement, émotionnellement. Et, pour moi, c'est ça qui a été vraiment le plus dur à surmonter. Un truc nouveau et pas toujours positif, justement. Non, pas du tout. C'est pas positif parce que voilà, moi j'ai toujours été quelqu'un de super confiante physiquement, j'adorais mon corps, je me mettais en valeur, c'est-à-dire tout ce que j'ai vécu jusque-là, je commence à vivre tout le contraire. Manque de confiance, mais total, et ça m'a fait, c'est le truc qui m'a le plus fait peur. Le fait que je manque vraiment de confiance en moi. Et par rapport à ça, tu disais donc que tu manquais d'interlocuteurs avec qui en parler. Oui. La seule personne à qui tu en as parlé, c'est ton gynéco? Oui, c'est mon gynéco à l'époque quand j'ai fait les analyses et tout. Il m'a dit, mais ouais, vous êtes en préménopause. J'ai éclaté de rire. Il m'a dit, c'est drôle. Je fais, oui, c'est drôle. Parce que la ménopause, c'est non. Il me dit, bah, je sais pas, mais les résultats sont là. Donc, j'ai posé la question à ma mère. Elle m'a dit que dans la famille, on est plus ou moins ménopausé à 40 ans. Et ça aussi, c'était un choc. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est-à-dire cette transmission-là, moi j'ai plus mal vécu aussi cette transmission, ce manque de communication, cette absence de communication entre les mères et les filles, surtout dans ma famille. Je lui ai dit, mais si tu m'avais dit, j'aurais fait, parce que moi j'adore, j'aurais bien aimé avoir d'autres enfants, j'aurais fait mes enfants avant d'en arriver là. C'est-à-dire, j'ai pas été informée. Les femmes de ma famille n'ont pas été, personne n'est informé. Et ça, pour moi, ça devient aussi un petit combat, entre guillemets, de cette transmission-là, que les mères puissent parler à leurs filles, qu'elles puissent savoir génétiquement comment elles sont formées, génétiquement qu'est-ce qui se passe dans leur vie, dans leur famille, les femmes de la famille, pour qu'on puisse au moins savoir. Parce qu'on est des femmes actives, on n'a peut-être pas besoin de faire des grossesses tous les 5 ans, en disant on veut faire ce qu'on a à faire, allez hop, on continue à tracer son parcours. Et malheureusement, on n'a pas cette information-là. Moi, quand j'ai eu l'information du côté de ma mère, ça m'a bouleversée, ça m'a tellement fait mal. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui touchent au féminin avec lesquels tu avais pu parler avec ta mère ou tes grands-mères ou tes tantes avant ça, ou c'est une grande omerta? Non. Elles sont, dans ma famille, ce sont des femmes super timides. Je suis la seule à sortir du lot, à être celle que je suis. Non, on parle pas vraiment. Moi, j'ai eu ma fille, elle est née prématurée. Et donc pendant toute la grossesse, je me suis gérée toute seule. Bon, j'étais en France et tout. Il y a une assistance plus ou moins avec le personnel médical et tout ça, mais ce dont tu as besoin, ce rapport dont tu as besoin d'avoir avec ce rapport que tu as besoin d'avoir avec ta mère, avec tes grandes sœurs, avec tes tantes, on ne l'a pas. Parce que c'est des gens qui s'expriment pas, qui parlent pas surtout de ces choses-là. Et je pense que c'est pareil dans presque toutes les familles sénégalaises. C'est pas une exclusivité. On ne transmet pas l'histoire de nos femmes à nos filles ou à nos nièces. Et ça, c'est important qu'on puisse savoir ce qui s'est passé dans notre lignée, les femmes en tout cas de notre lignée, ce qu'elles ont vécu, ce qui s'est passé, pour que nous, on puisse déjà bénéficier de cette expérience, savoir remettre les pieds, mais aussi préparer notre progéniture. Pourtant, il y a un rôle qui est important dans la société sénégalaise, qui sont les badiennes. Les badiennes, tout à fait, comme les badiennes Nougor. Ma mère, elle est badienne Nougor. Ah, ma mère, et ta mère est badienne Nougor, et on parle avec les autres alors. Elles sont d'autres, mais pas moi. D'accord. Quand je vois beaucoup de femmes dire que ma mère les a beaucoup aidées dans ceci, dans cela,
Je la regarde, moi, je suis sa fille, mais, Cordonnière les plus mal chaussées. Je ne comprends pas ce rapport-là. Bon, avec elle, bon, j'ai eu pas mal de relations assez conflictuelles quand même, faut le dire. Et j'étais plus du côté de mon père. Et les femmes du côté de mon père n'ont pas aussi eu le temps de cette transmission-là, parce qu'elles aussi sont parties, mariées, aller vivre ailleurs. Donc, on est une famille assez particulière, assez bizarre. Donc, ma mère, elle parle à tout le monde, sauf à ses enfants. Et là, moi, j'essaie d'avoir cette posture-là avec j'ai une petite sœur. Ma grande sœur, elle est déjà ménopausée, c'est bon, il reste ma petite sœur. Donc, je dis à ma petite sœur, si tu veux faire des enfants, fais-les maintenant. Elle a quel âge, ta petite sœur? Ma petite sœur, elle a 31 ans. Et elle a pas d'enfant encore? Si. Elle en a déjà 2. Elle a suivi tes bons conseils. Donc j'essaie d'occuper cette place-là que ma mère aurait pu occuper dans ma vie. Donc je lui dis, tu sais qu'on est ménopausée à 40 ans. Il me dit c'est quoi? Donc j'explique. Voilà, j'explique le phénomène et que maintenant tu es encore jeune, fais tes enfants. Parce qu'à 40 ans, ça va être très compliqué. Et toi aujourd'hui qui donc a 40 ans, nouvellement mariée, ouais. Ton envie, c'est quand même aujourd'hui d'avoir encore un enfant. C'est encore une possibilité pour toi physiquement? J'espère. Oui, c'est encore possible parce que bon, d'après ce qu'on dit, il faut peut-être à peu près 1 an d'absence de règles. J'en suis pas encore là. Je grignote encore 4, 5, 6 mois. Pour moi, il reste encore un espoir de faire un ou des enfants. J'en sais rien. En tout cas, j'essaie d'être moins négative, en tout cas dans mes pensées, d'être plus positive, de me dire qu'il y a encore de l'espoir, tout ce que je vivais pas avant. Donc j'essaie de remplacer vraiment tout ce manque d'espoir, de confiance en soi, tout ça. J'essaie vraiment de le combler avec un peu de sport. J'ai un mari extraordinaire, comme je te disais la dernière fois, épousé un allié, un mec qui me pousse, qui me booste, mais à fond. C'est-à-dire, j'ai pas de limite, quoi. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être des signes qu'il faut regrouper et essayer d'en faire un petit cocktail et que bientôt qu'on puisse avoir des petits iPhones, des petits iPhones. Donc, aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce que tu mets en place, justement, pour essayer d'optimiser ces années, clés pour toi? Je pense que c'est un mot qui détermine tout ça, c'est positiver. J'essaie de positiver. C'est-à-dire, j'essaie de me mettre vraiment dans un environnement positif, avec des pensées positives, beaucoup d'espoir, me dire que c'est encore possible, parce que ce que j'ai vécu pendant 5 ans, mais c'était vraiment horrible, parce que voir son corps, je regardais mes photos que j'avais, quand j'avais 35 ans, ce sont des photos j'ai l'impression d'avoir 2 personnes différentes. Je me dis là, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour déjà me remettre au sport, essayer de m'occuper de mon corps physiquement, c'est-à-dire de me sentir plus à l'aise dans mon corps, parce que je commençais à me détester, et ça, c'est un sentiment que je n'ai jamais eu jusqu'à 40 ans. Il fallait que je reprenne confiance en moi. Et pour moi, ça passait d'abord par le physique, de me plaire à moi, d'abord, et aussi émotionnellement d'arriver à canaliser mes émotions, de faire des choses que j'aime, d'être avec des gens que j'aime, de rire beaucoup, de voyager, de faire des choses que j'aime, d'être vraiment dans un environnement positif. Pour moi, c'est important de me replonger dans mes années 20-25 ans, voilà, la niaque, l'envie de aller sortir, tout ça, parce que ça fait beaucoup d'années que je ne sors presque plus, et quand je sors, je m'habille super ample, j'ai pas envie qu'on voit ceci, j'ai pas envie qu'on voit cela, j'ai des bourrelets, j'ai machin, je me plains tout le temps, alors que non, je suis pas comme ça. Et je suis une personne hyper joyeuse, vivante, une viveuse, comme je dis. Donc, j'essaie de récupérer tout ça. Et vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'en faire un cocktail qui va exploser et prendre beaucoup de petits minous, quoi. Et ton allié, alors justement, ton jeune mari, ton mari récent, comment est-ce que vous en avez parlé déjà ensemble? Est-ce que tu lui as expliqué cette situation-là? Alors, on en a parlé rapidement.
Je lui ai parlé un petit peu de ce que j'ai vécu par rapport à la préménopause. Ce qu'il m'a dit, c'est donc on n'a pas le temps. Il faut y aller vite. Donc on en a rigolé parce je pense qu'il voulait pas trop me vexer par rapport à tout ce que j'ai déjà vécu, parce que j'ai fait vraiment un discours hyper sérieux de tout, alors que d'habitude je suis pas très sérieuse. Donc je pense qu'il a essayé un peu de me sortir de ce cadre hyper sérieux et pour parler de ça. Il m'a dit écoute, donc c'est le marathon là, on n'a pas le temps, faut y aller. Et ça m'a fait du bien, on en a rigolé. Et là il me fait des plans, on en aura 4, on en aura 6, on en aura nanana. Je fais bon écoute, je pense que le nombre on va diminuer en attendant. Donc c'est quelqu'un qui est là, donc avec qui je discute beaucoup. On n'est pas ce couple sénégalo-sénégalais hyper sérieux, cadré. Donc on est un peu deux petits foufous qui se sont retrouvés. Donc on parle de tout. On discute de presque franchement tous les sujets. Donc oui, on a abordé la ménopause et le sentiment que tu en avais, c'est qu'il avait déjà des infos par rapport à ça ou pas du tout? Non, il est un peu tombé des nues comme beaucoup d'hommes. Non, il avait pas trop d'infos. Bon, il en savait pas grand-chose. Voilà, il sait que la ménopause, c'est qu'il n'y a plus d'enfants. Ouais, comme beaucoup d'hommes, leur seule définition, c'est il n'y a plus d'enfants. Il y a plus d'enfants. Mais tout le reste des symptômes qu'on peut vivre en tant que femme. Voilà. Mais il en avait un peu conscience ou pas du tout? Non. Mais on a abordé ces questions de la sexualité, effectivement, parce que pour moi c'était important. Si on veut faire des enfants, il y a tout un processus, mais pas que pour faire des enfants. C'est un processus qui permet aussi de combler d'autres vides, d'apporter d'autres solutions, de pouvoir conduire à l'épanouissement du couple, pas que du mien. Donc heureusement, on a la chance de pouvoir discuter de ces sujets-là sans tabou. Et de se dire les choses et de faire des plans. Se dire que voilà, mais il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça. Et franchement, tout va très bien. Youpi! Bah oui, youpi, c'est tant mieux. Alors une question peut-être un peu douloureuse, mais si la ménopause te rattrape et que t'as pas l'opportunité de pouvoir avoir un autre enfant, comment? Tu t'y es déjà préparé? Ouais. Je me dis... Bon, dernièrement, il y en a qui vivent une crise de la quarantaine un petit peu bizarre, mais moi j'ai vécu une crise de la quarantaine très spirituelle. Donc je me dis, advienne que pourra. Dieu m'a donné, j'avais 24 ans. Beaucoup, je traîne avec d'autres femmes qui ont 10 ans d'écart, qui ont 10 ans de plus que moi, qui n'ont pas eu d'enfant. Donc je me dis, j'ai eu d'abord la chance d'avoir un enfant. Si j'en ai un deuxième, tant mieux. Si j'en ai pas, ça m'empêchera pas de vivre épanouie, heureuse aux côtés de mon mari, tout simplement, et de recomposer notre si grande famille, et puis voilà. Mais je mettrai toutes les chances de mon côté, de notre côté, pour pouvoir enfanter de nouveau. Après, si ça marche pas, c'est pas grave. Les femmes qui sont autour de toi, qui sont soit déjà dans cette période dans la période de périménopause ou déjà dans la période de ménopause, tes amis proches ou est-ce qu'avec elles vous parlez justement? Oui. Mais après j'ai compris que c'était purement génétique, c'est-à-dire quand mon gynéco m'a parlé d'une de ses patientes ménopausée à 28 ans. Donc je me dis, ça dépend pas forcément de l'âge, parce que la plupart des femmes qui m'entourent sont toutes plus âgées que moi et elles n'ont pas encore ces symptômes-là. Donc je suis la plus jeune et c'est moi qui vis cette préménopause. Donc ça dépend pas forcément de notre âge, mais on en discute, on en parle. Heureusement, je suis entourée de femmes sans tabou, avec qui je peux discuter de tout. Donc on a. Comment elles le vivent, elles, les femmes autour de toi? Ma situation? Ta situation ou leur situation? Si elles sont dans des périodes de périménopause. Heureusement, elles sont pas dans cette période-là. Je suis la plus jeune et je suis celle qui est dans cette période-là. C'est ça qui est bizarre. Donc elles sont là, elles sont présentes. Elles apportent leur soutien tout simplement. C'est-à-dire le peu de fois qu'on en parle. La plupart du temps, c'est pour rigoler, mais derrière, moi, j'arrive à décrypter le message, ce qu'elles veulent me dire à travers ces rires, à travers ces blagues, tout ça. Donc, c'est pour ça que je parlais tout au début que j'ai pas forcément d'interlocuteur avec qui en parler vraiment de façon formelle. Donc, avec les copines, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment très léger. On évite peut-être qu'elles évitent de
me stresser encore plus ou quoi, mais en tout cas, on en parle de façon très légère et passager. Donc, comme je te disais, je suis la plus jeune et je suis celle qui vit cette période de préménopause. Ouais. Mais elles sont là. Et ton ressenti sur comment les femmes au Sénégal de manière générale vivent la période de périménopause et de ménopause dans les femmes que tu as pu rencontrer, alors pas forcément ta mère puisque tu disais que tu n'en as pas parlé avec elle, mais les femmes avec qui tu as pu en discuter ou dont tu as pu avoir vent de comment elles vivaient cette période. Moi, je pense que on a beaucoup de préjugés, mais la plupart des femmes que j'ai rencontrées n'ont pas forcément elles n'ont pas forcément capté la notion de préménopause, ménopause, tout ce processus. Ma grande sœur, par exemple, elle sait même pas à quel moment elle est entrée dans cette période de ménopause. C'est-à-dire, elles ne prennent pas forcément conscience. Après, je me dis, elles ont peut-être la chance. Je veux dire que elles refoulent un peu tout, peut-être. Mais j'ai pas l'impression qu'elles sont un peu comme moi et celles celles comme moi, elles ne prêtent pas forcément attention à ces périodes-là qui sont assez difficiles pour les femmes. Et d'une part, ça peut peut-être les aider à ne pas vraiment vivre dans ce stress-là, peut-être. Et d'un côté aussi, je me dis, c'est bien quand même de connaître son corps, de pouvoir décrypter les messages que le corps t'envoie, tout ça. Mais voilà, je suis tombée sur ces deux types de femmes-là, celles qui sont carrément dans le déni et celles comme moi qui sont focus et qui observent les moindres détails, qui cherchent des astuces sur internet, qui écoutent ce podcast pour pouvoir, tu vois, avoir des tips de professionnels qui sont passés dans silence en ménopause. Donc on est un peu dans ce type d'organisation. Tu penses qu'il y a un besoin justement d'information, de pouvoir expliquer un peu mieux comment ça se passe, que c'est déjà effectivement, comme tu le disais, c'est lié à la génétique, c'est un processus aussi naturel, mais qui est complètement différent pour chacune d'entre nous, c'est-à-dire 1000 femmes, 1000 ménopauses différentes, quoi. Ouais. Et 1000 périménopauses et comment pouvoir expliquer. Qu'est-ce qui pourrait, à ton avis, être un vecteur d'information pour les femmes qui puissent se diffuser plus facilement, en fait? Tu sais, nous qui sommes en ville, entre guillemets, on a la chance de pouvoir avoir accès à des podcasts, aller sur internet, faire des recherches et tout. Mais pour celles qui n'ont pas cette chance-là, il y a les badjens, comme tu as dit tout à l'heure. C'est très important que les badjens, comme on appelle aujourd'hui les badjens au corps, puissent porter cette information-là à la connaissance des femmes, qu'elles puissent leur dire déjà qu'elles soient formées et qu'elles puissent par la suite transmettre à ces femmes-là cette connaissance, parce que tout le monde doit connaître son corps, tout le monde doit être à l'écoute de son corps. Ouais. Et puis se préparer. Oui, tout à faire fait. Des choses pour pouvoir se préparer. C'est des choses qui te tombent dessus comme ça. Après, comment réagir, tu sais pas. Nous, on a peut-être la chance, voilà, d'avoir un entourage, quelques opportunités, soit de voyage ou de rencontres ou de recherche sur internet, mais c'est pas le cas forcément pour des femmes qui sont par exemple de Louga, là d'où je viens, dans d'autres villages un peu plus éloignés. Donc il faut pour moi c'est important que les femmes puissent connaître. Oui, ce manque d'information, on en parlait tout à l'heure pendant ce panel, que les jeunes femmes qui, à l'inverse, n'ont pas aussi accès à tout ce qui va toucher à la santé sexuelle et reproductive, leurs mères, elles en savent pas forcément plus sur la période pas du tout. L'information, c'est la ménopause. Tout ce qui concerne tout ce qui est droit sexuel et reproductif, le premier droit, c'est le droit à l'information. Il faut qu'on soit informé, il faut que les femmes soient informées, qu'on puisse leur dire, écoutez, votre corps c'est comme ça, à partir de telle période c'est comme ça, quand vous verrez ça, ça veut dire que c'est ça, c'est-à-dire 1 + 1 = 2, parce que voilà, elles sont pas bêtes non plus, c'est juste qu'on ne leur donne pas l'information, et forcément on est un peuple qui ne va pas forcément vers l'information. Pour moi c'est important qu'il y ait cette je dirais même pas une formation, mais une éducation des femmes, surtout des jeunes filles. Il y a de la vie aussi. Ouais. Surtout des jeunes filles. Est-ce que c'est un sujet dont tu parles avec ta fille, dont tu parlais déjà avec ta fille? Et donc quand elle me voit faire ça, parce que j'ai pas d'éventail entre les mains, elle me dit,
bouffées de chaleur bi ñëwati na. Donc les bouffées de chaleur reviennent. Et là, elle va me chercher un petit carton ou un petit truc où elle va me ventiler pendant un moment. Donc c'est quelqu'un avec qui bon, je partage tout. Donc je lui ai tout expliqué. Pareil aussi, je lui donnais les mêmes conseils à ma petite sœur qu'il faut faire les enfants très tôt, parce que génétiquement on est formé comme ça, donc il va falloir faire attention à telle ou telle chose. Donc c'est quelqu'un avec qui je partage tout. Quand je dis tout, c'est carrément tout, du haut de ses 15 ans. Et heureusement que j'ai du répondant. Parce que c'est quelqu'un qui capte et qu'après, voilà. Qui va te questionner. Oui, alors là, oui. Et sur ce sujet-là, justement, sur parce que moi j'ai une petite nièce qui a 15 ans et qui écoute les épisodes du podcast, donc je suis très fière et contente de l'entendre, mais et elle me dit c'est super de pouvoir avoir cette information dès maintenant. Est-ce que ta fille aussi, elle va avoir envie, elle, de partager aussi, ou elle garde et c'est dans cet échange avec toi que c'est particulier pour elle? Je pense elle a aussi cette fibre que j'ai par rapport à la communication, par rapport au partage. C'est quelqu'un qui garde pas forcément ce qu'on lui donne, c'est quelqu'un qui redistribue après. Donc qui va en parler. L'autre jour, je l'ai entendu parler à sa grand-mère par rapport à mes bouffées de chaleur. C'est-à-dire, elle était limite en train de lui donner l'information que ma mère elle est en train de faire une première pause et tout ça. Et pour moi, ça c'est important qu'elle puisse. Bon, avec sa grand-mère, il y a quand même une super grande différence d'âge. Mais si elle arrive à en parler dans son entourage, parce qu'à l'école, quand même, faut qu'on dise, elles ont leur petit coin de discussion, elles ont le petit moment, des petits groupes WhatsApp. Donc, ça serait bien. Là, j'essaie de pas vraiment la pousser ou la conditionner à le faire, que ça vienne d'elle. En tout cas, elle a l'information. Et à partir de ce moment-là, elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle peut en partager un bout avec ses copines à l'école ou avec ses cousines au sein de la famille. Cette période d'arrêt des règles, de deuxième vie aussi, quand on sait qu'on sera plus à nouveau maman, qu'est-ce que ça peut aussi laisser ouvrir comme période de liberté? D'une part, parce que surtout déjà, faut commencer par les règles avant même d'arriver à la maternité. On se dit que parce que les règles, quand même, quoi qu'on dise, ça surtout moi, j'ai toujours eu des règles douloureuses depuis mon adolescence. Donc ça restait 10 jours de non-activity, c'est-à-dire 10 jours paralysés, 10 jours où je peux vraiment rien faire du tout. Après je me dis bon d'une part c'est pas mal quoi, tu vois. si ça s'arrête, on leur en voudra pas. C'est pas mal. Mais dernièrement quand j'ai eu mes dernières règles, j'ai eu un mal de dos que je n'ai jamais eu de ma vie. Et c'est au bout de ce mal de dos, à la fin de la journée, que j'ai eu mes règles. Et quand je les ai eues, j'ai dit, c'est le truc que j'ai. Excuse-moi, mais ça veut dire j'avais deux sentiments, c'est-à-dire j'étais déçue. En même temps, j'étais contente. Ça va, il reste encore un peu d'espoir. Mais en même temps, c'est-à-dire, j'ai encore une semaine, 10 jours où, voilà, je vais carrément paralyser. Et c'était ça me faisait hyper mal. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis restée 3 ou 4 mois. C'est peut-être à cause de ça. Mais dès que j'ai senti j'ai dit oh non. Tu vois, donc on a toujours, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On a toujours, nous, en tant que femmes, cette espèce de sentiment très ambivalent. C'est ça. Quand on a nos règles, à la fois on est contente parce que c'est une période de fertilité et tout, et en même temps, quand ça nous arrive, il y a tout un tas de choses autour où on se dit, je suis restée malade pendant 3-4 jours et je devais voyager. Donc, parce que moi, j'ai des activités au niveau de Louga où j'ai une association avec des femmes et des jeunes filles. Donc, je fais beaucoup l'aller-retour Dakar-Louga. Je devais voyager, donc l'inconfort et tout ça. Je me dis, franchement, j'en avais pas besoin. Mais en même temps, oui, c'est quand même un signe que voilà, il me reste encore peut-être quelques chances de pouvoir enfanter à nouveau. Et cette liberté-là, effectivement, moi, ça me plaît beaucoup dans ce processus, me dire que je suis totalement libre de mes mouvements, libre un peu de tout. Et ça me permet aussi bizarrement d'en parler de façon plus ouverte. Je sais, je fais des discussions souvent avec les jeunes filles du club d'Egema et je me rends compte qu'en fait j'adopte une posture pas de mère mais de quelqu'un d'assez libéré pour pouvoir aborder beaucoup de sujets tabous. Je me donne une légitimité mais totale
et pour aborder beaucoup de questions avec ces jeunes filles-là. Et après, on devient un petit cercle de copines qui arrivent quand même à poser des questions, même quand on est un groupe ou avec des personnes extérieures. Donc j'arrive à avoir cet impact-là avec ces jeunes filles et ça me fait très plaisir. Elles me disent à chaque fois, mais tu parais tellement libre. Je dis non, je ne parais pas tellement libre. Je suis libre. Et cette liberté-là, je l'ai acquise au fur et à mesure. Il faut que vous aussi, vous commencez ce processus-là, que vous puissiez vous libérer, mais physiquement, émotionnellement, mais de tout. De vous libérer de tout ce qui vous, tu les sens comment, ces jeunes générations aujourd'hui au Sénégal? Tu les sens libres, ces jeunes filles? Elles sont encore dans le processus. Elles n'ont pas encore, parce que elles subissent encore la société. Je parle même pas de patriarcat ou quoi. Pour moi, c'est un ensemble. Elles subissent la société. Et ça commence petit à petit. Quand on a ce genre d'initiative, on rencontre maintenant beaucoup de jeunes filles. Par exemple, dans le panel où on était tout à l'heure, on rencontre maintenant beaucoup de jeunes filles, ce qui n'était pas le cas avant. Il y en a qui osent prendre la parole, poser des questions, poser leurs inquiétudes. Et même dans les faits et gestes, par exemple, si je prends l'exemple des filles des jeunes filles de Louga, chez nous, on a pendant longtemps été laissés en rade parce que Louga à Dakar, ça fait quand même 200 kilomètres. Je parle pas de celles qui sont à Kédougou, à Tamba et autres. Donc, on a cette ouverture-là, cette inclusion-là qui commence vraiment à se faire, à leur permettre de quitter Dakar, venir à Dakar, participer à des activités, aller à Kédougou, aller à Matam, aller à Ziguinchor. C'est-à-dire, elles arrivent quand même à avoir cette liberté de mouvement. Et pour moi, c'est très important qu'elles puissent se déplacer dans le Sénégal d'abord, en Afrique par la suite, et rencontrer d'autres jeunes filles, d'autres femmes, donc rencontrer d'autres femmes, rencontrer d'autres jeunes filles, vivre d'autres expériences, et au retour dans leur Louga natal, elles ont une autre façon de voir les choses. Moi, ça, je l'ai remarqué avec les jeunes filles, et franchement, ça me fait très plaisir. Je sais que dans 5, 10 ans, 15 ans maximum, cette génération-là, elle va nous dépasser, nous en tout cas, par rapport à nos acquis, par rapport à tout ce qu'on a eu à faire, tous les combats qu'on a eu à gagner. Je pense qu'elles feront plus que nous, parce qu'elles ont eu la chance d'être préparées par nous, la grande sœur, ce que nous, on n'avait pas forcément à l'époque. À Louga, moi, je connais, peut-être, c'est maintenant que je commence à découvrir une ou deux militantes, et c'est pas forcément féministes, elles sont du mouvement Yewi, mais là, je me dis qu'elles ont la chance de m'avoir, moi, d'avoir d'autres filles, qui sont peut-être mes petites sœurs, mais qui arrivent quand même à impacter ces jeunes filles de 15 ans, 16 ans, 18 ans. Donc, pour la prochaine génération, moi, je suis confiante. Et même de manière plus générale, sur tout le combat, enfin, toute la mission en tant qu'activiste féministe, tu les sens ouvertes et avec cette envie justement de... Oui, je le sens parce que c'est des jeunes filles que j'ai connues il y a 2 ans. Donc si je fais le bilan entre quand je les ai connues il y a 2 ans et maintenant, j'arrive à en sortir à les 5, un bon petit lot de 5 qui arrivent aujourd'hui à prendre la parole. Il y en a une particulièrement qui vit maintenant à Dakar, qui travaille dans la téléphonie, à qui j'envoie tout le temps des invitations de ce genre d'événement pour qu'elle vienne assister. Et elle va aussi impacter celles qui sont là-bas. C'est-à-dire, là, en 2 ans, j'arrive à avoir un noyau de 5 jeunes filles. Bon, certes avec des niveaux différents, mais j'arrive à avoir un noyau de 5 jeunes filles assez dures, qui ont des porte-parole. Voilà, tout à fait. Et donc, ouais, je suis confiante pour nous qui sommes pas forcément de Dakar, qui n'avons pas forcément eu les mêmes opportunités que les femmes, les filles de Dakar ou des grandes villes. Oui, je suis assez fière déjà et confiante pour la suite, ouais. Si tu avais un dernier message à apporter aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes, concernant cette période de la ménopause déjà, et puis en général, quel serait ce message? Alors, en général, je vais d'abord commencer par le général. Pour moi, c'est important de s'aimer. Il faut s'aimer d'abord. Ça, je l'ai compris, je pense, avec cette période de périménopause. Il faut s'aimer, il faut s'accepter. Il faut se dire que, comme je dis, Miss Monde, quoi. Moi, j'ai l'audace d'aller prendre le diadème de Miss Monde et de me poser sur la tête et taper la pause, tu vois. C'est-à-dire, il faut qu'on ait
pour moi, une femme doit d'abord s'aimer. À partir du moment qu'on s'aime, on fait des choses qu'on aime, on fait un métier qu'on aime, on traîne avec des gens qu'on aime et tout va bien. Bon, tout ne peut pas être rose, tu vois, mais C'est un très joli message. Voilà. C'est hyper important. Ouais. Et puis qui va bien dans le sens de ce qui se disait tout à l'heure aussi, c'est que quand on s'aime, on va être capable d'enlever tous les barrages, toutes les limites et de pouvoir effectivement faire tout ce qu'on a envie. Je suis totalement en phase. Pour moi, c'est important de s'aimer. Parce que si on s'aime, on peut aimer par la suite. Et moi, j'en ai fait l'expérience dernièrement, c'est-à-dire quand j'ai commencé à vraiment me débarrasser de toutes ces chaînes-là qui m'ont rattrapé parce que j'étais pas comme ça. Voilà, je vois un petit peu le résultat. Pour celles qui sont peut-être dans mon cas, ça s'applique aussi. Même s'il y a une période peut-être obligatoire, mais faut pas laisser traîner cette période de doute, de stress, de peur. Voilà, faut pas laisser cette période s'installer. Donc on va chercher de l'information, en parler, se faire entourer. Tout à fait. Essayer au maximum de pouvoir gérer ça pour pouvoir prendre nos décisions au moment où on a envie de les prendre. C'est ça. Et s'aimer. J'aime beaucoup ton message. J'ai appris à m'aimer. S'il y a une fierté là que je peux ressentir me concernant mon parcours, je pense que c'est ça. C'est quand je me suis aimée que tout va très bien. Ben écoute, ce sera un très joli mot de la fin, Mamito. Je te remercie vraiment pour Valérie de m'avoir donné l'occasion. Pour cette interview. Et puis on dédicace cet épisode à tes jeunes filles de Louga. Oui, le club des Guémards de Louga et les femmes de l'association Djiganrek ainsi que les Badjanogor avec qui je travaille depuis maintenant 3 ans. Eh ben écoute, merci à toi et puis passe une belle journée. Ça m'a fait très plaisir de te parler. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence en ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence en ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence en ménopause.